de dire, ben voilà, si vous êtes d'accord et moi je suis d'accord, à un moment donné, on a le droit, ensemble, de mettre ça dans notre contrat. C'est un peu tout le travail qu'on avait vu au niveau des clauses du contrat, et qu'à un moment donné, les parties, pardon, font ce qu'elles veulent dans le contenu, dans les stipulations contractuelles. C'est-à-dire que si les parties ont décidé d'indiquer que dans le contrat, il n'y avait pas d'assurance de délivrance du permis de construire, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci quant à ça. Alors ici, voilà ce qu'on pouvait dire quant à l'autonomie et la volonté. Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce cas pratique, hop, que je vais pouvoir enfin me mettre sur les yeux. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans la résolution de ce cas pratique, c'est y a-t-il un souci quant à la... D'abord, parlons de la loyauté. D'accord? Parlons de la loyauté, puisqu'on vous dit, on vous demande ici, est-ce que Léa est loyale? D'accord? Est-ce que Léa est loyale? Alors, le devoir de loyauté, il implique quoi pour les deux parties au contrat? Le devoir de loyauté, d'abord, il implique que le contrat soit préparé, il soit discuté, négocié, et réalisé de bonne foi. Donc, la bonne foi fait partie de la loyauté que se doivent finalement les parties. Ensuite, la loyauté, c'est aussi le devoir d'information. Le devoir d'information qui aujourd'hui est fortement réglementé. On n'en a pas discuté pendant le cours, mais le devoir d'information est aujourd'hui fortement réglementé. Avant, il n'était dû que pour les particuliers, c'est-à-dire que pour les consommateurs. Vous aviez un vendeur de télévision, vous aviez un consommateur, le vendeur de télévision, de par sa position de professionnel, avait un devoir d'information vis-à-vis de l'acheteur, qui lui était un simple consommateur. Avant 2016, ce devoir de loyauté et ce devoir d'information n'existaient que pour protéger les parties faibles. Hein. Et les parties faibles, ici, c'était notamment les consommateurs. Entre autres, par exemple, le banquier devait informer ses clients quant aux risques sur certains placements. Un vendeur devait informer un client sur l'opportunité d'un achat et l'adéquation avec ce que le consommateur recherchait, etc., etc. Donc, il y avait vraiment ce devoir d'information des professionnels vers les consommateurs. Depuis 2016, le législateur, donc les députés qui font la loi, ont décidé que ce devoir d'information s'étendait à tout le monde. Donc, ça veut dire que deux personnes qui sont en train de négocier un contrat, qui sont pratiquement toutes les deux sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qui sont soit deux professionnels, ou soit deux consommateurs, ou soit deux personnes complètement ignares, enfin, peu importe la qualité de la personne, puisqu'avant, on disait aussi, voilà, quelqu'un qui s'y connaît en matière relative à la matière sur laquelle porte le contrat, n'a pas, on n'est pas obligé de l'informer comme une autre personne, comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, on prenait aussi en compte, la qualité, je vous ai dit, consommateur professionnel du co-contractant, mais on prenait encore en compte aussi son degré de connaissance en la matière. Aujourd'hui, tout ça, on peut tout effacer. D'accord? On peut tout effacer puisque le devoir d'information, il est obligatoire entre toutes les personnes, quel que soit leur niveau de connaissance et quelle que soit leur qualité, soit ils agissent en tant que professionnels ou particuliers. Donc, il existe un réel devoir d'information qui, encore une fois, ici, intègre ce qu'on appelle l'obligation de loyauté. Donc, ici, notre Léa est-elle loyale? Donc, on nous dit que Léa compte revendre le terrain qu'elle a acheté. Donc, ce terrain, on sait au départ qu'il est très pollué. D'accord? Elle souhaite revendre ce terrain à une société d'aménagement qui va y construire des logements. Elle fait une offre largement inférieure au prix de marché. L'acheteur hésite, Léa lui consent une nouvelle diminution de prix et finalement le contrat est signé. Léa en profite pour insérer dans le contrat une clause de non-garantie. Le contrat ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire. Pourquoi inclut-elle cette clause, à votre avis?
Elle inclut cette clause tout simplement parce qu'elle sait très bien que jamais la personne qui est en train d'acheter ce terrain va pouvoir obtenir un permis de construire. Au vu de la pollution du terrain, jamais elle ne pourra obtenir un permis de construire. Alors, elle se protège aussi, mais elle se protège un petit peu en truquant les choses, puisqu'ici, dans les faits, jamais on nous dit que Léa a informé la personne qui souhaite acheter le terrain et qui souhaite en faire des logements. Elle ne l'a pas informé que, effectivement, le terrain était pollué et qu'il risque de se voir refuser l'obtention du permis de construire. De construire. Donc, elle, d'accord, vous allez me dire, c'est du commerce, c'est de la négociation. Ok, oui, mais malgré tout, ici, on est vraiment en dehors de ce devoir de loyauté. Le devoir de l'obligation de loyauté, l'obligation liée à l'obligation d'information, oblige Léa à informer son co-contractant que le terrain est pollué. Pourquoi? Parce que c'est quand même une donnée super importante. Léa sait que le promoteur veut y faire construire des logements. Elle sait aussi que le terrain est pollué. L'acheteur ne le sait pas. D'accord? Légitimement, il ne sait pas que le terrain est pollué. Donc, ici, Léa avait un devoir, puisque c'est quand même une chose très importante. Que le terrain soit pollué, c'est quand même relativement important. Léa, elle avait l'obligation d'informer l'acheteur que le terrain était pollué. Donc, elle est déloyale. Bien sûr qu'elle est déloyale, évidemment. Aurait-elle pu se tenir contre le vendeur pour faire annuler sa propre acquisition? Mais elle le savait, elle. Elle savait qu'elle achetait un terrain pollué. Elle-même est une battante. En quelques années, elle a développé une importante programme. Sa spécialité est de racheter des friches industrielles et de les aménager. L'an dernier, elle a acheté un terrain ayant appartenu à une société de raffinage pétrolier, notamment des huiles. Ce terrain était gravement pollué. Elle l'a obtenu pour une somme modique. Donc elle sait qu'elle, quand elle achète le terrain, elle sait qu'elle achète un terrain pollué. D'accord? D'autant plus qu'à un moment donné, elle l'achète pour une somme qui est toute petite. Une somme modique, donc une somme très réduite. Donc elle sait qu'elle achète, elle, un terrain pollué et elle le revend à quelqu'un sans lui dire que le terrain est pollué. C'est comme si vous achetiez une voiture qui avait été accidentée, gravement accidentée, donc vous l'avez pour pas très cher. Bon, la voiture a été retapée, donc vous savez que la voiture a été accidentée, vous obtenez vous un prix, ce qui est normal puisque la voiture a été accidentée, et vous-même vous revendez cette voiture et vous vous abstenez de dire à celui qui va être maintenant le sous-acquéreur, vous abstenez de lui dire que le véhicule était accidenté. Est-ce que vous êtes loyal dans la démarche? Non, vous n'êtes pas loyal. Et ici, on a exactement la même situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en troisième partie? Donc ici, sur la deuxième question, évidemment que, mais sur le contrat, il y a un problème avec le point. Alors, mais sur le contrat, je vais relire votre question, parce que je n'ai pas eu le temps de la voir. Votre question, vous me dites, mais sur le contrat, il y avait indiqué il y aura un problème avec le droit de construction. Alors, sur le contrat que Léa propose et la clause qui est insérée sur le contrat qu'elle a avec le promoteur qui lui achète le terrain, elle fait insérer une clause qui ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire par les autorités publiques. Donc elle dit qu'elle ne garantit pas, mais par contre elle ne dit pas pourquoi, elle dit simplement c'est une clause qui est introduite comme ça. Moi je pense que réellement, là, elle a profité un peu de l'ignorance de son acheteur pour ne pas être très loyal avec lui. Et en plus, par la suite, après que la négociation soit faite, introduire une clause au contrat. Alors certainement que lui, il va être d'accord. Bon, mais il ne sait pas que de toute façon, il n'aura pas de permis de construire. Alors, voyons la suite. Ensuite, on nous dit que le terrain est considéré comme pollué, le permis de construire n'est pas accordé, ce qui est plutôt classique. L'acheteur peut-il se retourner contre Léa? Justifiez votre réponse. Voilà la question type d'un examen et où il va falloir employer notre syllogisme juridique. Et là, je vais vous faire la réponse et vraiment, je veux que vous raisonniez de cette façon. D'accord? Alors, comment va-t-on raisonner? D'abord, on va dire le droit. D'accord? Donc, on va dire, voilà, un contrat, pour qu'il soit valide, doit réunir les trois conditions suivantes. D'abord, un consentement non vicié, la capacité des parties à contracter et le contenu licite et certain.
Si une de ces trois conditions fait défaut, le contrat peut donc être annulé. Voilà, j'ai donné mon droit. Je vais revenir sur un des éléments qui va m'aider encore plus dans ma résolution. Je vais définir ce que c'est que le dol. Je veux dire, le dol est un des trois vices du consentement, avec l'erreur et la violence. Comme ça, j'en mets plein la vue à mon correcteur. Et le dol est défini par une manœuvre ou bien une réticence dolosive, c'est-à-dire un mensonge ou bien une non-information, qui permet d'obtenir le consentement de l'autre partie. Donc, vous avez expliqué ce que c'était que le dol. Excusez-moi. Vous avez expliqué les trois conditions de validité du contrat et vous avez expliqué ce que c'est que le dol. Maintenant, vous allez donner les faits. Ici, Léa sait qu'elle a un terrain qui est pollué. Elle fait une vente sans informer l'acheteur de la pollution qui risque d'entraîner, bien sûr, la non-obtention du permis de construire. Or, elle-même, elle sait que la société qui achète le terrain, qui veut acheter le terrain, c'est pour y construire des logements. Donc, clairement, elle ne lui dit pas un élément important, ce qui constitue une réticence dolosive. Donc, ne pas dire quelque chose d'important, le cacher volontairement. Et ici c'est volontaire. C'est clairement volontaire. Il n'y a rien qui dit que, évidemment, quand vous achetez un terrain ultra pollué comme elle l'a eu, et que vous le revendez à quelqu'un qui tend à y construire des logements, vous allez lui dire que le terrain est pollué et que jamais il pourra y construire. Sinon, vous êtes en train de taire une information qui est super importante. Donc, j'ai donné mon droit, je suis en train d'expliquer mes faits et je suis en train de dire que Léa a commis une réticence dolosive. Par conséquent, maintenant je vais passer à ma solution, par conséquent, la réticence dolosive qualifie le dol, qui lui-même qualifie un vice du consentement qui va entraîner la nullité du contrat. Ainsi, le promoteur pourra obtenir la nullité du contrat. Et en plus, dans certains cas, et c'est le cas dans le dol, ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas dans le dol, uniquement dans le dol. En plus de l'annulation du contrat, le promoteur qui a acheté va pouvoir obtenir des dommages et intérêts parce qu'on lui a menti. Le dol est une faute qui peut entraîner qui peut entraîner l'allocation de dommages et intérêts, sous condition bien sûr d'alléguer d'un préjudice. Là, la personne, elle a peut-être fait déjà des travaux, elle a peut-être fait des plans, etc., etc. Puis elle s'aperçoit que le terrain n'est pas constructible. Parce qu'on a oublié de lui dire que le terrain était pollué. Donc ici, annulation du contrat, plus mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de Léa, qui risque de devoir des dommages et intérêts au promoteur. Voilà pour la problématique sur ce premier cas pratique. Alors, on va regarder, excusez-moi, oui, Majoline, allez-y, sur ce cas pratique. Oui. Excusez-moi sur ce cas pratique. Oui, mais j'ai pas eu de question, Majoline. Donc, si vous aviez une question, écrivez-la. Ah, voilà. D'accord. Alors, d'abord, moi, je finis avec Majoline et puis après. Je me permets d'intervenir à l'oral, c'était plus simple. En fait, sur ce cas pratique-là, moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de possibilité de se retourner en fait contre Léa, dans le sens où, étant donné que la société d'aménagement local est considérée comme un professionnel du même milieu, la jurisprudence, elle ne permet pas la possibilité de se retourner contre, dans ce cas pratique-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas par rapport à la jurisprudence? Ouais, je suis en partie d'accord avec vous, sauf que la jurisprudence qui dit que le contrat n'est pas annulable parce que le promoteur est un professionnel, c'est une jurisprudence qui se prononce non pas sur le dol, mais sur l'erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur doit être excusable. Je vais vous prendre, pour illustrer ce que je dis, un exemple. Moi, on va prendre cet exemple effectivement du promoteur. Le promoteur pense acheter un terrain qui est constructible. Or, ce terrain n'est pas constructible. Donc, clairement, il a fait une erreur.
Mais comme c'est un professionnel, ici, l'erreur, il faut que, pour que l'erreur soit qualifiée, il faut qu'elle soit excusable. Or, ici, il aurait pu très bien se renseigner en se disant, ah bah oui, le terrain est pollué, donc je ne pourrais pas y faire construire. Donc, je sais ce que j'achète. Mais ici, c'est l'erreur, c'est sur l'erreur. Si vous savez que en droit, on va pouvoir s'appuyer sur certains textes et aussi s'appuyer sur d'autres textes. Dans mon cas présent, ici, effectivement, j'aurais très bien pu agir sur l'erreur. D'accord. Si j'agis en vice du consentement avec l'erreur, il faut que l'erreur soit excusable. Or, ici, l'erreur est inexcusable. Le promoteur aurait dû se renseigner. Mais si j'agis non pas sur l'erreur, sur le dol, je n'ai pas besoin qu'il soit excusable ou non excusable. L'erreur, le vice du consentement dol, dans tous les cas, parce que Léa lui a menti volontairement, ou lui a caché un élément d'information importante volontairement, à partir de là, peu importe que j'aurais pu m'enseigner ou pas, ça ne change strictement rien. Votre réponse, elle est correcte si on avait agi sur l'erreur. Par contre, sur le dol est toujours source d'une nullité, même s'il est inexcusable. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Alors, attends, il y a plein de questions. Clémence qui me dit, oui, mais si elle a écrit dans le contrat, soit elle-même, elle n'est pas totalement en tort. Si, bah oui, si elle est en tort, pourquoi elle est en tort? D'abord parce qu'il y a la clause qui est insérée dans le contrat que le contrat ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire, elle n'empêche pas la nullité du contrat. Simplement, elle empêche peut-être le promoteur qui a acheté de se retourner contre Léa parce qu'il n'a pas obtenu, lui, ici, moi je vous ai parlé, il peut se retourner contre Léa pour la nullité du contrat. Pas parce qu'il n'a pas obtenu le permis de construire, mais simplement pour la nullité du contrat. Et ici, la clause, elle est complètement déloyale, puisque elle le sait très bien que le mec, il n'aura jamais son permis de construire. Elle le sait très bien. Pourquoi elle insère cette clause? Alors, vous allez me dire pour se protéger, d'accord, mais c'est déloyal. Imaginons que le terrain ait été pollué, qu'elle ait informé l'acheteur que le terrain était pollué. Est-ce que vous croyez qu'il aurait acheté? Posez-vous juste la question. Le mec, il veut construire des logements, d'accord, et il achète un terrain qui est pollué. Est-ce qu'il va acheter le terrain? Bah non, il ne va pas acheter le terrain. Mais, enfin, je ne sais pas. Vous voulez une voiture qui roule bien, et puis vous achetez une voiture accidentée? Non, vous n'achetez pas une voiture accidentée. Si la personne ne vous dit pas qu'elle est accidentée, vous allez l'acheter. Posez-vous la question, voilà, avec cette information-là, est-ce que j'aurais agi de la même façon? Et vous allez savoir si c'est déterminant ou pas. La clause claire va seulement lui permettre de demander de réduire, certainement, effectivement, même si je pense qu'à mon avis, cette clause-là, elle ne tiendra pas, elle sera réputée non écrite. On ne devait pas aussi préjuger. Alors, Madeline, bon, voilà, pour le promoteur professionnel, on a vu ce qu'on avait à voir. Pas d'autres questions sur ce cas? Alors, effectivement, hein, vous voyez qu'un cas pratique, ça peut appeler plein de réflexions. Hein, et ce que Madeline disait sur l'erreur, c'était très pertinent. Moi, je vois tout ça dans une copie. Elle me traite pas du dol. Madeline, par exemple, dans sa copie, elle traite de l'erreur. Et elle dit que l'erreur ici n'est pas invocable, puisque c'est un professionnel et qu'il aurait dû se renseigner. Ce qui est vrai, totalement. Plus elle me dit que la jurisprudence, bon, super, certainement, oui. Bon, alors, attention avec le mot jurisprudence, parce que annoncer jurisprudence, on attend quelque chose. Hein. On attend quel est l'article, enfin, quel est l'arrêt de la Cour de cassation que vous voulez mettre en avant. Mais, allez, ça peut passer. Et elle me dit donc, le mec, il ne peut rien obtenir. Ben, moi, je lui mets 75% des points, parce que toute la démarche est bonne. Il n'y a rien de fou dans ce que vous venez de me dire, Madeleine. Bon. Par contre, effectivement, derrière, on attendait plus le dol, parce que le dol permet d'obtenir la nullité. Alors, si vous traitez les deux, c'est magique. Je vous mets même le point bonus. Merveilleux. Si vous traitez vice du consentement erreur et vice du consentement dol, merveilleux. Alors, passons au cas suivant. Le cas de Réjeanne. Alors, ces études terminées, Réjeanne a créé à Roubaix un fonds de pharmacie sous la forme d'une SARL, dont elle détient 51% du capital. La pharmacie du Parc.
Réjeanne envisage de racheter une très grande pharmacie dans le centre-ville de Dijon, dont une part du capital est possédée par Mathias. Réjeanne a promis, il y a des termes qu'il faut, d'offrir les parts sociales qu'elle détient dans la SCA du parc en priorité à une amie de sa promotion, Aude. Par ailleurs, elle a chargé la banque Louis d'acquérir en son nom le fonds et les parts. D'accord, tout compris pour le. Bon alors, résumons déjà ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a plein de choses, il y a plein de. Quand on a un cas pratique, en général, quand on a un cas pratique qui regroupe plein de personnes, je vous conseille de faire un petit schéma. D'accord. Ça vous permet. Donc on a Réjeanne, qui est déjà propriétaire d'une pharmacie. Elle veut acheter une autre pharmacie qui appartient à Mathias. À la limite, il n'y a pas de souci avec Mathias. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de problématique avec Mathias. Dans les faits tels qu'ils sont annoncés. Par contre, elle a promis de vendre en priorité ses parts. Alors, Réjeanne envisage de racheter. Quels termes sont exactement? Elle a promis d'offrir, pas forcément d'offrir à la vente, on sous-entend, d'offrir à la vente, donc de proposer ses parts à une amie qui est Aude. On peut qualifier ça de comment? Les rapports entre Aude et Réjeanne, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été mis en place entre les deux? Personne? Quelqu'un veut se lancer là? Dites-moi, c'est quoi le rapport entre Réjeanne et Aude? Réjeanne qui a promis de lui offrir en priorité ses parts. Exactement, c'est un pacte de préférence. D'accord. Donc un pacte de préférence lie Réjeanne et son ami Aude, puisqu'elle a promis de lui offrir, donc de lui proposer à la vente, ses parts. D'accord. Comment peut-on qualifier la promesse faite à Aude? S'agit-il d'un contrat? Alors, c'est ce qu'on appelle, et nous on l'a traité comme ça, c'est un avant-contrat, puisque ce n'est pas un contrat, il n'y a pas eu vente. D'accord. Le contrat constaterait la vente des parts sociales que détient Réjeanne à Aude, un contrat scellerait cette vente. Constaterait, ici, il n'y a pas de vente encore, il y a simplement une promesse de te proposer en premier les parts de ma pharmacie. Donc, ici, ça qualifie le pacte de préférence, qui n'est pas un contrat, qui est un avant-contrat, parce que le seul engagement qu'elle a, c'est de lui proposer en premier. Alors, Aude hésite encore, elle préférerait s'installer en Corse, est-elle engagée par la promesse de Réjeanne? Alors, est-ce que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est engagé? Ben non, lui, il n'a aucun engagement. Si on qualifie ça de pacte de préférence, il faudrait juste bien déterminer, je suis en train de réfléchir, mais quand le sujet nous dit Réjeanne a promis d'offrir les parts sociales qu'elle détient dans la SARL à une amie de sa promotion, Aude. A promis d'offrir. Pour moi, d'accord, tel que, je n'ai pas de corriger sous les yeux, rien du tout, hein, d'accord, mais pour moi, tel que je l'entends, pour moi, c'est un pacte de préférence. Elle lui a promis de lui offrir. On n'offre pas des parts, enfin, on offre à la vente, on imagine bien, d'accord. Donc, elle a promis de lui proposer. Maintenant, si on dit, elle a promis de lui vendre, là, c'est différent. Là, on est dans une promesse synallagmatique. Par contre, est-ce qu'on est dans un pacte de préférence? Là, il faudrait vraiment discuter et justifier. Alors moi, je pense que j'accepterai les deux réponses à condition que ce soit correctement justifié. J'accepterai le pacte de préférence si à un moment donné, on me dit, voilà, il faut entendre dans Réjeanne a promis d'offrir, Réjeanne a promis de proposer en premier à la vente les parts de sa société à Aude. Si on est comme cela, pas de souci, on est vraiment véritablement dans un pacte de préférence. Maintenant, si on entend, si pour vous, Réjeanne a promis d'offrir les parts sociales à Aude, ça veut dire Réjeanne a promis de vendre les parts sociales à Aude, là, on est dans une promesse de vente unilatérale. Et on connaît la différence des régimes. Le pacte de préférence oblige Réjeanne à proposer les parts en premier à Aude, mais rien n'oblige Aude à les acheter.
Dans ces conditions, Aude peut partir en Corse comme elle veut. Non, c'est était engagée par l'avance. Qui est-ce qui veut partir? Aude hésite encore, elle voudrait s'installer encore. Donc Aude n'est pas engagée, était engagée par la promesse, non, puisqu'elle ne l'a pas accepté, cette promesse. A priori. Maintenant, si on se dit, voilà, Réjeanne a fait une promesse que Aude a acceptée, mais rien ne nous dit que Aude a accepté la vente. D'accord. Là, effectivement, il y a une promesse synélagmatique, donc c'est une promesse des deux côtés. Et là, par contre, Aude est engagée. Elle devra acheter des parts. Maintenant, si on n'est que dans une promesse unilatérale, Aude n'est pas engagée, seule Réjeanne est engagée. Si on est dans un pacte de préférence, la seule obligation, c'est que Réjeanne doit proposer les parts à Aude. C'est tout. Aude n'a pas l'obligation de les accepter. Vous voyez, ici, on a une situation voilà, très ambiguë qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions quant à cette petite phrase. Réjeanne a promis d'offrir. Alors, n'engage que le vendeur à proposer à la vente. Ils peuvent carrément ne pas s'entendre sur le prix et dire, bah, voilà, je voulais proposer à tel prix, vous n'en voulez pas, je vais voir quelqu'un d'autre. La seule obligation pour le vendeur, donc pour la personne qui a signé un pacte de préférence, qui s'est engagée dans un pacte de préférence, c'est de proposer à la vente le bien sur lequel porte le pacte. Quant au bénéficiaire du pacte, lui, il n'a pas d'obligation, lui. D'accord. Lui, tout ce qu'il a, c'est que on va lui proposer, s'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, tant pis. Alors, ensuite, voyons le problème maintenant des rapports entre Réjeanne et sa banque. Réjeanne a chargé sa banque de lui acquérir en son nom, pour son propre compte, toutes les parts sociales détenues par Mathias. Donc, je charge quelqu'un d'acheter pour moi. Est-ce que quelqu'un a réussi à qualifier, on n'en a pas parlé, hein, et je ne pense pas que ce soit indiqué dans votre cours, d'accord, mais vous avez peut-être fait quelques recherches, si vous avez peut-être fait un peu de droit avant d'intégrer la diététique. Est-ce que, ici, vous sauriez me qualifier cette situation, le rapport entre Réjeanne et sa banque, qui s'appelle la banque Louis? Non, a priori, vous ne voyez pas ce que c'est. Ici, on a affaire à ce qu'on appelle un mandat. D'un côté, on a un mandant, celui qui donne le mandat, et de l'autre côté, on a un mandataire, celui qui reçoit le mandat pour agir. Le mandat, par exemple, c'est ce que un propriétaire signe lorsqu'il veut vendre un bien et qu'il confie la vente à un agent immobilier, par exemple. Un propriétaire qui voudrait vendre un bien, qui passe par un agent immobilier, va donner un mandat à l'agent immobilier, et l'agent immobilier, lui, va agir au nom du propriétaire et pour le compte du propriétaire. Donc quand l'agent immobilier, dans le cadre d'un mandat de vente, agit, il agit comme si lui-même était le propriétaire. Par exemple, dans une célèbre affaire que vous connaissez peut-être pas tous sur le fond de l'affaire, mais qui est encore aujourd'hui devant les tribunaux, une affaire qui date de 30 ans, l'affaire Bernard Tapie. Bernard Tapie, à l'origine de cette affaire pour laquelle aujourd'hui même un nouveau procès s'ouvre, d'accord. Alors je ne vais pas venir sur tous les détails de l'affaire, mais à l'origine de cette affaire, c'était quoi? Bernard Tapie était, dans les années 90, il me semble, propriétaire de la marque Adidas. D'accord. Propriétaire de la marque Adidas. Et il a chargé sa banque, le Crédit Lyonnais, de vendre pour lui la marque Adidas. Les usines, etc. Et la banque a vendu pour le compte de Bernard Tapie, a servi d'intermédiaire, si vous voulez mieux, hein, d'accord, mais au titre d'un mandat, a vendu Adidas. D'accord. Ensuite, Bernard Tapie a dit que la banque s'était mis de l'argent dans la poche, etc., que ce n'était pas normal. Bon, peu importe le reste de l'affaire, mais vous voyez qu'au départ, c'est une affaire de mandat. C'est une affaire de dire, voilà, je te charge de faire quelque chose pour moi, tu vas agir pour moi, et en mon nom, et pour mon compte. Donc c'est ici la situation, et c'est la qualification des rapports entre Réjeanne et la banque Louis. Alors Mathias et la banque, je vous rappelle que Réjeanne
dit à sa banque qu'elle ne veut pas dépenser plus de 500 000 euros, tout frais compris. Donc, elle indique à sa banque des limites. Alors, Mathias et la banque, lui, se mettent d'accord sur le prix de vente de ses parts. Réjeanne est-elle obligée Alors, Réjeanne est-elle obligée par l'accord donné par la banque? Donc, la banque traite. Donc, elle agit au nom de ce mandat. D'accord? En fait, quand la banque agit, est-ce que Réjeanne est complètement liée par les actions de la banque? Eh bien oui. C'est la nature du mandat qui le veut. D'accord? Tout ce que va faire la banque, c'est comme si c'était Réjeanne qui le faisait. Par conséquent, tout ce que va faire la banque, on peut même imaginer que la banque signe la vente à 510 000 euros. D'accord? On est en dehors du mandat. D'accord? Puisque Réjeanne a indiqué, enfin, on n'est pas en dehors du mandat, on est dans le mandat, mais Réjeanne a donné des instructions à sa banque. Elle a dit, voilà, vous ne devez pas dépasser 500 000 euros dans la négociation. Et la banque va au-delà de ce que Réjeanne aurait voulu comme prix. Elle conclut la vente à 510 000 euros. Regardons ce qui se passe. Réjeanne est obligée. Elle est obligée d'acheter le bien à 510 000 euros. Puisque tout ce que fait la banque, c'est comme si c'était Réjeanne. Et ça, c'est le mandat qui veut ça. Le mandat oblige le mandant, donc celui qui a donné le mandat, oblige le mandant dans tout ce que le mandataire fait. Donc, si la banque avait conclu avec avec Mathias, la vente à 510 000 euros, Réjeanne était obligé de payer les 510 000 euros et d'acheter les parts à 510 000 euros. Ensuite, par contre, Réjeanne peut se retourner contre sa banque, mais pas du tout contre Mathias, d'accord? Réjeanne ne pourrait même pas faire annuler la vente, mais Réjeanne a tout à fait la possibilité de se retourner contre Louis, contre la banque Louis, pour lui dire, bah voilà, vous avez fait une faute, vous avez dépassé le montant que je vous avais autorisé. Donc maintenant, je vous réclame les 10 000 euros en termes de dommages et intérêts, par exemple. Voilà pour ce deuxième cas, d'accord, qui est super intéressant quant à la qualification des choses. Donc la qualification, c'est donner un nom juridique à une situation. Ici, on devait qualifier la situation entre Réjeanne et Aude, alors qu'on a difficilement qualifié, encore une fois, la réponse, elle n'est pas forcément évidente, d'accord? Et on a qualifié, donc maintenant, une fois qu'on a qualifié cette situation, qu'est-ce qu'elle impose, cette situation? Qu'est-ce qu'elle permet? C'est ce qu'on appelle le régime juridique d'une situation. Et ensuite, on avait aussi qualifié la situation des rapports entre Réjeanne et sa banque, et ainsi que le régime, à chaque fois, ce que ça impose. Voilà pour ces deux premiers exercices. Alors, je viens de vérifier. Dans votre cours, d'accord, dans votre cours visio, hop, je vais juste quand même vérifier une dernière fois. Vous êtes Paris-Lyon ou vous êtes province? Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vérifier. Quelqu'un peut vite, rapidos, me répondre avant qu'on termine? Vous êtes Paris. Donc, dans le cours visio, il y a le cours écrit, le TD et j'ai oublié de mettre la vidéo. Tiens, bizarrement. Mais dans vos cours visio, il y a. J'ai oublié de mettre la vidéo, je sais pourquoi, parce que la vidéo fait 3 heures, je vous dis de la fin, il faut que je la raccourcisse. Mais dans tous les cas, vous avez le cours écrit et le TD dans le cours visio du 9-10-2020. Donc, ce qui veut dire que c'est tout bon pour vous. Vous l'avez. Vous allez le trouver. Je vous demande de préparer les autres situations juridiques, pas les questions de cours, mais a priori, on n'a pratiquement que des situations juridiques. D'accord? Voilà, on n'a pratiquement que du cas pratique, il y en a pas mal quand même. On ne les traitera peut-être pas tous, mais je vous demande donc de les préparer pour notre prochain cours qui aura lieu, il me semble, demain ou après-demain, ou vendredi, je ne sais plus exactement. On n'a pas cours du 9-10, pareil. Si, je les ai devant mes yeux même. Donc, je dis pas de bêtises. Vous avez tout à fait raison. Je sais reconnaître quand j'étais, il n'était pas libéré. Maintenant, il est libéré. Je suis désolé. Je ne l'avais pas libéré. Mais à culpa.
Est-ce qu'on est OK là-dessus? Donc maintenant, il est libéré. Hein. Je viens juste de le libérer, donc vous pouvez consulter. Il n'y a pas la visio. Voilà pourquoi je ne l'avais pas encore libéré. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre la visio sur ce cours parce que la visio fait 3 heures. J'ai oublié de l'éteindre à la fois dernière. Donc il faut que je la raccourcisse parce qu'il n'accepte pas les visios de 3 heures. Mais donc maintenant, vous l'avez. Hein. OK. Donc vous préparez la suite du TD pour la fois prochaine pour qu'on puisse en discuter et en finir. Ce sera notre dernier cours sur le contrat. Prochain cours à préparer après le contrat, c'est quoi? C'est les stocks. C'est les stocks et je vous le mets assez rapidement. Ça marche pour tout le monde? Voilà, on se quitte là et on se dit à la prochaine fois.